Coucou les amis, ici c'est Bintelreg, with special guest Dr Michel Piuk. Aujourd'hui on va toucher aux bases des champs gravitationnels. Commençons tout de suite par la définition de la force gravitationnelle. Cette formule vous l'avez déjà vue, Fg égale gmm sur r carré. Il y a aussi une définition vectorielle, ou deux plutôt, que Monsieur Drull aime beaucoup, mais moi je les trouve pas très utiles dans les exos, donc on va les oublier. Et garder l'expression de la norme. En utilisant la troisième loi de Newton, mais aussi juste en regardant la formule, on peut en déduire que la force de A sur B est exactement la même que la force de B sur A. Bon, il y a encore une autre expression vectorielle de cette force, qui peut être assez utile par contre, qui est celle dans le repère de Freinet. C'est la suivante. C'est la même formule multipliée par le vecteur normal unitaire UN. Ça vient évidemment du fait que la force de gravité est une force centripète, donc toujours orientée vers le centre. Ceci est un très bon moment pour introduire le repère de Freinet. En gros, le repère de Freinet, c'est un repère qui a la chance de pouvoir bouger. On l'utilise quand on a des trajectoires curvilignes, surtout quand c'est un cercle. Alors là, repère de Freinet assuré, aucun doute. L'accélération dans le repère de Freinet est donnée par la formule suivante. On pourra la démontrer, mais on a des trucs plus importants à faire. Donc A égale dv sur dt fois ut plus v carré sur r fois un. Cette formule, c'est bien de la connaître, car elle n'est pas dans le formulaire. Après, ce qui est dans le formulaire, c'est l'accélération centripète, donc sur un, qui est v carré sur r. Truc cool numéro 1, la vitesse d'orbite. Alors, comment calculer la vitesse d'un corps en orbite? Je vais vous le dire. Tout d'abord, on se met dans le repère de Freinet. Et alors là, on peut appliquer Newton 2. La force, la somme des forces, est égale à la masse fois l'accélération. Or, la seule force qui affecte notre petit corps, c'est la force gravitationnelle de l'astre sur ce corps. Du coup, on obtient force gravitationnelle est égale à masse fois accélération. Et cette accélération, dans le repère de Freinet, donne toute cette équation-là. Or, si vous vous rappelez bien, la force de gravité, c'est une force qui va directement de l'objet qui tourne, du corps en mouvement, vers le centre de la masse qui l'attire. Du coup, c'est juste en fonction du vecteur un. Or, l'accélération ici est en fonction de un et aussi de ut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un est nul, enfin ut, pardon, est nul. Du coup, dv sur dt est nul, ce qui veut dire que la vitesse est constante. La vitesse, la norme de la vitesse est constante. Cela veut dire que cette forme, donc Fg, est égale à masse fois vitesse au carré divisé par r, fois u, bien sûr. Et cette force-là est assimilable à une force centripète. Mais attention, on ne dit pas ça, Monsieur Drull, il n'aime pas ça. Bon, maintenant si on réarrange un peu tous nos petits facteurs ici, on obtient que la vitesse est égale à la constante universelle de gravité fois la masse de l'astre divisée par r, le rayon qui sépare le centre de l'astre au centre du corps en mouvement. Et attention, ça tombe toujours au bac. Il n'y a pas eu un bac où ça s'est pas passé. Et attention, ils sont quand même assez créatifs. Des fois, il faudra la déduire nous-mêmes à partir des indices qu'ils donnent. Donc, attention. Une autre manière de prouver ça, c'est de dire directement que la force gravitationnelle est une force centripète. Et de là, on peut juste déduire directement que c'est égal à m fois v divisé par r, et après qu'on réarrange, on obtient v, vitesse, est égal à grand G fois m divisé par r. Enfin, la racine de ça. Sauf que Drull, comme on l'a dit, il n'aime pas ça, mais il préfère se compliquer la vie avec le repère de Freinet, mais on a le droit de le faire à l'examen. C'est d'ailleurs la correction qui corrige comme ça. On continue avec la théorie. Le champ gravitationnel, c'est comme la force, mais indépendante de la masse du corps étudié. La masse grand M, la source, par contre, y est toujours. Donc, la force gravitationnelle est égale à m fois petit g.
À noter que le champ gravitationnel, c'est la même chose que l'accélération de pesanteur, et ça se mesure du coup en mètres en secondes exposant -2, ou en newton divisé par kilogramme. Les vecteurs champs nous permettent donc de cartographier l'espace autour de notre source à l'aide des lignes de champ centripètes. Tout objet suivra ces lignes de champ. Mais Michel, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'approximer? Surtout dans le cas où on est tout près de la surface d'une planète, par exemple. Le champ, il serait pas uniforme? Ah, bah heureusement que tu le dis, parce que oui, il y a moyen d'approximer. En plus, j'adore les approximations. Donc, comme tu l'as dit, près de la surface d'une planète, avec une hauteur qui est négligeable par rapport au rayon de la planète, le champ est considéré uniforme. Et sur Terre, il a une valeur de 9,81 mètres secondes exposant -2. Cela nous amène donc à notre deuxième application. Un exo très bien travaillé l'année passée, le mouvement parabolique. Alors, je vous préviens, c'est un exo, enfin c'est au programme, mais je ne l'ai jamais vu dans un bac. D'ailleurs, ça m'étonnerait très très fort que ça tombe au bac. Par contre, un exo similaire qui pourrait tomber, c'est un peu un exo similaire avec un champ électrique. Donc, de toute façon, c'est bien de réviser les lois de Newton et les équations horaires. Donc, retournons à nos moutons, ou plutôt à nos équations. Donc, on a un projectile qui est lancé dans un champ gravitationnel uniforme avec une vitesse initiale v0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale. On nous demande de déterminer les équations du mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par poser un repère, OIK, donc vecteur unitaire I et K. Donc, ensuite, BDF, pas boule de feu, mais bien bilan des forces. Donc, nous avons le poids de composante 0, dans la composante horizontale 0, et moins mg, car c'est vers le bas. 0 moins mg. Ensuite, nous avons les frottements, qu'on ne peut évidemment pas négliger, parce que c'est la vraie vie, quoi. C'est pas la théorie, on ne peut pas juste négliger, ce serait... Non, je suis en train de blaguer, évidemment. Évidemment qu'on les néglige, parce que sinon, eh bien, ce serait compliqué, le docteur. Donc, ensuite, ce n'est pas une force, mais il faut quand même exprimer la vitesse initiale en composante, pour qu'on puisse travailler en composante. Évidemment, il s'agit de V0 cos alpha sur X et V0 sin alpha sur Z. Donc, maintenant, il ne nous reste qu'à appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, somme des forces est égale à masse fois accélération. Donc, P est égal à masse fois accélération. Donc, en projection, AX égale 0 et AZ égale moins G. On intègre. AX est égal à 0, donc Vx est égal à constante. Et c'est égal à V0 cos alpha. Même chose pour AZ égale moins G. L'ensemble des primitives est moins GT plus constante. Et cette constante, c'est V0 sin alpha. On intègre encore une fois, et on a ces deux équations-là, en sachant que x0 égale z0 égale 0. Reste à isoler t et de remplacer dans l'autre équation, et on a notre équation cartésienne. Et donc, on envoie le missile. Piou! Not so fast, my boy. Avant d'envoyer notre missile à 166 millions de dollars, faudrait peut-être savoir s'il va vraiment s'écraser sur la tête à Poutine ou plutôt sur le McDo du coin. Donc il serait utile de connaître la portée et peut-être la hauteur maximale. Bon, je vais pas détailler, mais voici les formules, au cas où. Phew. Enfin, on retourne à la théorie. Une seconde avant que tu retournes à la théorie, Michel. Petite activité d'introduction. Regardez ce livre que j'ai en main, avec un gros vecteur P vers le bas. Si je le soulève, ce livre, alors j'applique une force. Et donc, j'applique aussi un travail. Et donc, fatalement, je dépense aussi une énergie. Mais elle va où, en fait, cette énergie? Parce que, d'après la conservation de l'énergie, elle doit bien aller quelque part. Car je vais vous le dire, elle est stockée sous forme d'énergie potentielle dans le livre. Et une fois que je le lâche, eh bien, elle est reconvertie en énergie cinétique, c'est-à-dire en énergie du mouvement. Donc le livre gagne de la vitesse. Aïe, aïe. Merci Mamouchka, retournons à nos particules massiques. Alors, définissons d'abord le potentiel gravitationnel. Dans un champ gravitationnel, le potentiel est le travail nécessaire pour emmener une masse de 1 kg depuis un point de référence où V égale 0
à la maison. Et par maison, je veux dire celle de Drull, le point considéré. Alors cette définition, vous allez bien la prendre comme de bons petits perroquets pour potentiellement la recracher le jour du bac. Très bonne vanne, Michel. Merci Bintel. Vous devrez aussi savoir son expression. C'est la formule numéro 26 du formulaire. VG égale moins grand G M divisé par R. V est le potentiel en joules par kilogramme, G est la constante de gravité, M majuscule la masse de la source, on va dire, et R la distance à la source. Ce concept de potentiel nous permet de définir autour d'un corps massique les équipotentiels gravitationnels. Ce sont les cercles, ou plutôt les sphères en 3D, deux centres de l'astre où le potentiel est le même. Sur un diagramme, normalement, la différence de potentiel entre deux équipotentiels reste constante. D'où elles sont de plus en plus proches. Les équipotentiels sont orthogonales en tout point aux lignes de champ, et donc si vous me demandez l'angle au bac, comme l'année passée, faut pas hésiter. Ce diagramme nous indique aussi où le champ est le plus intense, c'est là où les lignes de champ sont les plus rapprochées, et du coup de près de la source. Logique. Et encore mieux, deux lignes de champ peuvent-elles se croiser? Une autre question de bac 2023. Et la réponse est non, évidemment. Et je vous laisse deviner pourquoi. Reste encore à parler du graphique du potentiel en fonction de R, que l'on peut voir ici. C'est une fonction en moins 1 sur R, et donc c'est une hyperbole, une branche d'hyperbole plutôt. Donc, c'est une branche d'hyperbole qui s'arrête au rayon du corps massique, enfin, le rayon de la planète, de l'astre, n'importe quoi, parce que, en fait, à l'intérieur de la planète, le champ gravitationnel a une expression un peu différente. Donc, on ne va pas se soucier de ça. On va que se soucier du potentiel à l'extérieur. C'est en regardant ce graphique qu'on peut comprendre la signification du concept de puits de potentiel. En effet, c'est très simple à remarquer ici. Si on place une masse dans le champ gravitationnel, par exemple ici, alors cette masse va être attirée vers le corps, enfin vers la source gravitationnelle, et elle va accélérer, et elle va aller de plus en plus vite, elle va s'enfoncer de plus en plus dans le puits de potentiel. Et donc voilà, c'est une autre manière de se représenter une chute libre dans un corps, dans un champ gravitationnel. Donc, ce qui nous reste encore à faire, ou à voir plutôt, c'est le champ, ou plutôt le potentiel résultant de deux champs gravitationnels différents. Ici, on a deux planètes, la planète 1 en orange et la planète 2 en bleu. Les champs individuels sont en pointillés, et le champ résultant est en vert. Et pas en alexandrin? En effet, merci docteur. Donc, le champ résultant est en vert, et on l'obtient en utilisant cette formule-là. V total, ou V résultante, est égal à la somme de tous les potentiels. V1 plus V2 plus, etc. Easy. Bon, c'est bien beau qu'on ait appris tous ces trucs sur le potentiel, mais au fait, ça sert à quoi? Ah oui, l'énergie potentielle, c'est le travail nécessaire pour emmener une masse m depuis un point de référence V0 jusqu'au point considéré. C'est la même chose que le potentiel, mais multiplié par le petit m, la masse de l'objet considéré. La formule, c'est l'énergie de potentiel de pesanteur est égale à moins grand G fois petit m fois grand M, le tout divisé par R. Et oui, vous remarquerez, c'est juste m fois Vg. Donc, pour résumer, on a vu l'existence de 4 grandeurs en physique. Le champ, le potentiel sont deux grandeurs propres à un point spécifique dans un champ de gravité, alors que la force et l'énergie sont des grandeurs spécifiques à une masse donnée en un point donné. D'ailleurs, pour obtenir tous les uns à partir des autres, il suffit de multiplier par m. Mais t'as toujours pas dit à quoi ça servait, chacal. C'est vrai, ça sert à ça le potentiel. D'abord, remémorons-nous la conservation de l'énergie mécanique. EM, énergie mécanique, est égal à l'énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique, est égal constante. Donc, le delta de l'énergie mécanique est égal au delta d'énergie potentielle plus le delta de l'énergie cinétique, qui est nul. Et donc, le delta d'énergie cinétique est égal à moins delta de l'énergie potentielle. Yes! Et voilà, c'est à ça que ça sert. Ça implique que si on a un corps est en mouvement,
circulaire autour d'un astre, par exemple, alors il reste sur une équipotentielle. Donc delta Vg égale 0, et donc delta énergie potentielle de pesanteur égale 0. Donc delta d'énergie cinétique égale 0. Il est uniforme. Et si cet objet s'approche de l'astre, donc change d'équipotentielle, il y a donc un delta V, G, égal à delta EP sur M, égal à moins delta EC sur M. On sait donc calculer le delta vitesse. Ah. Et c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien non, docteur, car il reste encore à apprendre la formule de l'énergie potentielle gravitationnelle uniforme. Donc ça s'applique évidemment dans un champ gravitationnel uniforme. Ah oui, parce que F est égal à... Goodbye.